qu'on soit fiscaliste, qu'on soit comptable, qu'on soit caissière, qu'on soit contrôleur de gestion, peu importe la fonction qu'on exerce, qu'on occupe, on doit être investisseur. Pour moi, tout le monde doit investir. C'est quoi la valeur ajoutée d'un fiscaliste par rapport à un expert comptable? Un expert comptable est un comptable. Voilà, c'est un expert de la comptabilité. Mais ce n'est pas un fiscaliste. Parce qu'en fait, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un expert comptable qui est un très bon fiscaliste. Parce qu'il y en a qui font des doubles formations. Donc, qui sont assez bien formés sur la partie comptable et qui sont aussi très bien formés sur la partie fiscale. Lorsque toi, tu veux investir dans un bien immobilier en France, c'est quoi les critères? Qu'est-ce que tu regardes? Robert Kiyosaki, D'accord. il est de ceux-là qui pensent que avant d'acheter sa résidence principale, il faut d'abord investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent et ensuite acheter sa résidence principale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut être un bon choix d'acheter, mais pas pour sa résidence principale. D'acheter pour investir le bien immobilier dans lequel on a investi et continuer à être locataire pour sa résidence principale. L'économie ivoirienne n'appartient pas aux Ivoiriens. Qu'est-ce que tu en penses? Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Entre les hommes et les femmes, qui des deux est meilleur investisseur? C'est une question assez difficile à répondre et je trouve en même temps qu'elle est assez réductrice. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y ait un principe qui puisse définir que l'homme soit meilleur investisseur que la femme ou que la femme soit meilleure investisseuse que l'homme. Par contre, quand j'observe autour de moi et quand je prends l'exemple de l'Afrique notamment, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de femmes qui essayent malgré elles de pouvoir multiplier l'argent, de pouvoir avoir des revenus complémentaires. Et pour moi, entreprendre, c'est une autre manière d'investir. C'est vrai qu'on investit aussi de son temps et de sa personne. Mais quand je regarde cet exemple-là ou ces exemples-là au niveau de l'Afrique, je me rends compte que la femme a une tendance naturelle à penser investissement, à penser avenir. Peut-être parce qu'elle est mère aussi, elle porte par essence la faculté de pouvoir donner la vie, mais elle a tendance en tout cas à plus se préoccuper de l'avenir dans les faits que l'homme. Mais à plus se préoccuper de l'avenir dans le sens de l'épargne ou de l'investissement dans un projet, dans un business? Je dirais à plus se préoccuper de l'avenir dans le sens où il faut qu'on ait quelque chose pour l'avenir, il faut qu'on sécurise pour l'avenir. Il faut qu'on on ne soit pas à court. Je pense aussi que de se dire qu'est-ce que je prévois pour demain, pour les enfants que j'aurai demain, pour la famille que j'aurai demain, qu'est-ce que j'aurai en fait, en gros, qu'est-ce que je mets en place. Je pense que la femme, naturellement, a cette volonté-là de pouvoir entreprendre, de pouvoir investir pour avoir plusieurs sources de revenus et aussi indirectement peut-être pour ne pas se sentir prise uniquement en charge et de pouvoir contribuer aussi à sa manière à prendre soin de sa famille et à aider la personne qui partage sa vie. Et Voilà. tu penses que c'est un peu moins le cas pour les hommes, tu penses? Je dirais pas que c'est un peu moins le cas pour les hommes parce que l'homme, par nature, a cette responsabilité-là. On va dire que l'homme, pour moi, c'est le chef de la famille. Donc, cette Les féministes vont te tirer responsabilité-là. dessus. Hein? Ouais, Bon. On reviendra dessus plus tard. En tout cas, selon mes valeurs, selon mes croyances, je pense que l'homme est le chef de la famille et que naturellement, ça repose sur lui, ce devoir-là. Il a cette pression-là, on va dire, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais est-ce que ça fait forcément de lui un bon investisseur ou un investisseur? Je ne pense pas. D'accord. Mais si les femmes étaient aussi bonnes en investissement, comment se fait-il qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des personnes les plus riches dans ce monde connu, que dans les 17 hommes avec grande tâche les plus riches, on n'a aucune femme? Je dirais qu'on a parfois la position ingrate n'est peut-être pas le bon mot, mais on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc je pense que observons souvent, quand on regarde de plus près ces hommes qui sont peut-être
à succès, qui ont réussi dans les affaires ou autres, il y a forcément pour ceux qui sont mariés en tout cas, je parle encore dans le cadre d'un couple, j'observe que très souvent, il y a derrière une femme qui a payé un prix, ou une femme qui a été un soutien ou un appui pour cet homme-là, pour devenir, on va dire, un homme à succès ou un homme riche. Donc, je ne pense pas que le fait de pouvoir être en capacité de réussir financièrement ou de réussir en tant qu'investisseur, ça nécessite quand même de sacrifier certaines choses. Et si justement, il n'y a pas une autre personne qui prend le relais à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un vrai succès, en fait. Donc, pour moi, le succès est partagé. Je ne suis pas dans la vie de ces personnes-là, donc j'ai envie de dire l'objectivité suffisante pour pouvoir juger. Mais c'est vrai que les faits, quand on regarde en apparence, les plus grandes fortunes du monde sont majoritairement des hommes. L'inégalité arrive aussi à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement en entreprise, dans la vie professionnelle qu'on a les inégalités hommes-femmes, mais voilà, malheureusement, on en voit les effets aussi au niveau des investisseurs ou des entrepreneurs. Mais il y a des femmes à succès, il y a des femmes entrepreneurs quand même à succès, même si elles ne sont pas peut-être dans les tops que tu as cités ou que tu connais. Bon, voilà. On est d'accord, il y a beaucoup de femmes à succès. Ça, rien à dire. Autre chose, si tu avais été un homme, tu vois venir ma question ou pas? Je ne sais pas, je ne vois pas pour l'instant. Quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Si j'étais un homme, oui. Bon, je ne suis pas un homme, mais oui. Si j'étais un homme, quelle aurait été la première chose que j'aurais souhaité faire? Wow, je ne me suis jamais posé cette question. Eh bien, c'est le moment. C'est difficile, hein, c'est difficile, c'est pas si évident que ça, parce Bienvenue. que je ne vois pas ce qu'un homme fait qu'une femme ne pourrait pas faire. Bon, je n'entrerai pas dans... À quelques exceptions près. À quelques exceptions près, mais je pense que l'homme a cette, on va dire, chance, sous un certain angle, d'avoir la liberté de disposer de son corps pendant toute sa vie. Voilà. Alors qu'une femme, c'est une joie, c'est une bénédiction de porter la vie, mais il faut reconnaître que ça a un impact aussi sur beaucoup de choix, sur beaucoup de choses que les femmes sont amenées à faire ou sur des décisions que les femmes sont amenées à faire. Donc, je dirais, si j'étais un homme, ça me ferait peut-être bizarre de savoir ce que ça fait d'avoir ce sentiment-là qu'on ne peut pas être celui par qui la vie arrive, en fait. Ok, voilà. top. En tout cas, maintenant, je peux te souhaiter la bienvenue sur le podcast Argent Libre. Quel accueil. Il faut ce qu'il faut. Donc, bonjour à toi, ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris. Nouveau décor, nouvel épisode, mais surtout, nouvel invité. L'invité que je reçois aujourd'hui n'est nul autre que Véronique Oulahi, d'origine ivoirienne. Tu connais l'amour qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, ça ne va pas cesser ici aujourd'hui, des frères ennemis. Je tiens à rappeler ici que tu connais notre devise. On va tirer à balles réelles. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance parce qu'on aime le sang. La paix n'est pas rentable, surtout pour le vendeur d'armes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, là, Nami, c'est moi le vendeur d'armes. Donc, cela étant dit, avant d'aller plus loin, je pense que tu as écouté le petit générique. On a rendez-vous ce 3 mai pour la 4e édition du week-end de l'écrivain au Salon de l'Aveyron. C'est The Place to Be. Si tu veux rencontrer Véronique Oulahi, investisseuse hors pair, bref, elle aura le temps de nous dire dans quoi elle investit, pourquoi, comment et tout. Mais aussi et surtout, elle est auteure d'un livre détonnant intitulé « Investir autrement ». Aïe! Juste le nom là, tu comprends que ça va être compliqué. Donc, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. J'ai déjà rappelé que cet épisode est enregistré chez ultimatepod.fr, premier site d'enregistrement de podcast en région parisienne. Bref, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité du jour. Bonjour Véronique. Bonjour Valère. J'espère que tu vas bien. Pour l'instant, oui, je vais bien. Je suis contente
d'être là dans ce studio aujourd'hui avec toi. Le but pour nous, c'est qu'elle parte d'ici en pleurant. Tu connais, non? Ah non, quand même. Quel accueil hein, ici. Cela étant dit, ta caméra, elle est là, Véronique. Pour ceux qui te Ok. découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Donc, bonjour chez vous. Pour ceux qui me découvrent, je suis Véronique Oulahi, investisseuse dans le domaine de l'immobilier. Je suis auteure également, comme vous l'a dit Valère, et je suis très heureuse d'être sur ce plateau aujourd'hui. Amen. On espère qu'elle le saura tout autant d'ici À la la fin. Bon, Véronique, oui, tu as plusieurs casquettes. Moi, Mhm. j'aimerais d'abord comprendre. Fiscaliste, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Ça veut dire quoi, fiscaliste? C'est quoi ce boulot? Fiscaliste, c'est quoi ce boulot? Bon, déjà, faut savoir que pour ceux qui font de la fiscalité, on va dire qu'il y a deux clans. Il y a ceux qui font de la fiscalité qui sont du côté de l'administration, de l'État, et il y a ceux qui font de la fiscalité et qui sont du côté des contribuables. Donc, Mhm. contribuables, ça va être des sociétés, des entreprises ou des personnes physiques, des particuliers comme toi et moi. Et la fiscalité, tout simplement, voilà, c'est tout ce qui concerne le paiement des impôts, Mhm. que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. On est tous concernés de près ou de loin par les impôts. Mm. Et même si on ne le veut pas, on paye d'une manière ou d'une autre des impôts sans le savoir, Tout à fait, peut-être. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et justement, j'ai cru comprendre comme ça que les fiscalistes nous aidaient, les particuliers ou les entreprises, à payer moins d'impôts, nous aider à faire de l'optimisation fiscale. Exactement. Le rôle d'un fiscaliste, en tout cas pour un fiscaliste qui travaille plus avec les contribuables, le rôle est déjà d'apporter, on va dire, il y a un premier rôle qui est un rôle de conseil, parce qu'il faut réussir à décrypter les textes de loi qui sont assez complexes en matière fiscale et qui évoluent chaque année. Si tu Par permets, moment, si tu oui. permets, pourquoi est-ce que les textes sont aussi complexes? Pourquoi on n'écrit pas en français simple? Ah, c'est ça, hein, c'est tout ce qui concerne la fiscalité ou même de manière générale le droit, de manière générale, c'est vrai que c'est un code. Ouais. C'est un code. Il faut comprendre le langage. C'est un langage d'initié, tout simplement. Oui, en effet. Et c'est un langage d'initié. Et puis, c'est pas plus mal. Je dirais que c'est pas plus mal parce que ça permet à d'autres de travailler. Hein, Ok. pour venir décoder un peu tout ça. Ok. Non, on nous marmaille. Oui, du coup, oui. Voilà. Donc, la suite, c'était fiscaliste. Comment est-ce que, voilà, vous aidez les entreprises à faire de l'optimisation fiscale? Comment? Est-ce que tu as Déjà, d'autres- en fait, avant même de parler d'optimisation fiscale, je dirais que la première responsabilité, c'est de comprendre déjà les lois et de bien les appliquer. Mhm. De bien appliquer les principes fiscaux, les principes d'imposition et de s'assurer que on respecte en tout cas les mesures fiscales et qu'on paye les impôts là où on doit les payer correctement et qu'on applique correctement les textes. Après, il faut savoir que les impôts, c'est ça. On a un code général des impôts qui, en effet, taxe la plupart des contribuables, mais dans ces textes-là, il y a des dispositions aussi qui sont là parfois pour apporter, j'ai envie de dire, un allègement fiscal aux contribuables. Donc, le fait de pouvoir avoir recours à ces allègements fiscaux, là, ça permet en effet de pouvoir réduire les charges. les charges ou l'impôt qu'on aura à payer au final. Donc, c'est pour ça certains parlent d'optimisation. Parce que quand on sait bien allier les différents textes qui permettent d'avoir certains avantages, à la fin, on peut quand même s'en sortir avec un effet moins douloureux. D'accord. Voilà. Et là, comme ça, vite fait à chaud, c'est quoi que tu peux nous partager comme tips? J'imagine un jeune entrepreneur qui a sa petite société, qui veut optimiser sa fiscalité. Tu as quoi à nous partager? En fait, c'est difficile de donner comme ça un conseil généralisé. Prends Parce un qu'il y cas, a peu importe. tellement de cas Oui. et tellement d'exceptions. Bon, pour un entrepreneur, Oui. hein, tu me Prends un dis. cas, peu importe. Pour un entrepreneur, je dirais déjà l'avantage pour un entrepreneur qui se lance en société, contrairement à peut-être quelqu'un qui va être en individuel, c'est que la société va lui permettre quand même de faire entrer beaucoup de charges pour Oui. réduire à la fin son résultat imposable. Donc, il faut penser, je pense, quand on est entrepreneur et qu'on est en société, à bien lister, à bien prendre en compte toutes ces charges et tout ce qui touche de près ou de loin à son activité,
à vraiment l'intégrer dans ses charges afin de pouvoir les déduire. Parce que ça va permettre en tout cas de réduire indirectement, de réduire sa base imposable en prenant en compte les bonnes charges à partir du moment où c'est lié, c'est en lien avec l'activité. Un autre point que je pourrais également suggérer pour quelqu'un qui entreprend, qui n'a pas de bureau comme toi ici, par exemple, c'est de se dire si quand on entreprend, qu'on a une activité, qu'on entreprend et qu'on est chez soi, sachez que par exemple, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez prendre en compte une partie de votre loyer que vous pouvez mettre à la charge de votre entreprise. Donc, c'est une charge aussi, votre loyer de tous les jours. Si vous travaillez de chez vous, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez envisager de pouvoir vous faire, d'allouer une partie de votre loyer à votre activité professionnelle pour également réduire augmenter, j'ai envie de dire, vos charges et réduire peut-être ce qui sort réellement de votre poche à titre personnel pour votre loyer. Si vous avez votre entreprise qui est domiciliée à votre domicile. Ça, c'est si l'entreprise est domiciliée chez moi. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui démarrent et qui n'ont pas de bureau, en fait, qui ont comme adresse d'activité leur domicile. Bon, prenons un cas. J'imagine un jeune homme, un jeune qui vit encore chez ses parents. Et il développe son activité sur Internet, mais à partir de la maison, ça se développe plutôt bien. OK. Est-ce qu'il peut prendre les factures de loyer de ses parents et faire passer comme charge? Ses parents il peut en fait avoir un contrat entre lui et ses parents, mais sous réserve que ses parents soient propriétaires. Parce que si ses parents ne sont pas propriétaires, pour lui faire, entre guillemets, un contrat de location d'une partie de la maison ou qui sert pour son activité, il faut s'assurer en tant que locataire que le contrat de bail que vous avez vous autorise en fait à sous-louer, entre guillemets, à une autre personne ou notamment à votre entreprise. En fonction des pays, je sais que c'est peut-être pas le cas où l'administration est beaucoup moins regardante en France, mais pour prendre l'exemple du Luxembourg où moi je vis, avant de pouvoir domicilier son entreprise à son domicile, si on est locataire, il faut avoir une autorisation écrite de son propriétaire. Donc, c'est impossible de faire enregistrer son entreprise à son adresse personnelle si on n'a pas une autorisation écrite de son propriétaire. Donc, quand on est propriétaire, ça ne pose pas de problème. On peut facilement se faire allouer ça de manière un peu plus simple. Mais si on est locataire, il faut s'assurer qu'on reste dans la légalité et qu'on ne s'est pas interdit ou que ça ne pose pas problème à son propriétaire. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire si j'ai bien compris. J'imagine que moi, j'ai mon entreprise, j'ai domicilié ça chez mes parents. Oui. Et là, ils sont propriétaires, mes parents. Donc, mes parents peuvent me signer un contrat comme quoi je suis locataire. Oui. Qui sous-louent une partie de leur maison, mais par contre, il faut qu'ils déclarent, eux, quand ils vont faire leur déclaration d'impôt, ce qu'ils sont censés percevoir comme loyer. Parce que sinon, il faut jouer le jeu des deux côtés. On ne peut pas gagner que d'un côté. Vous m'avez venu ou pas? On ne peut pas gagner que d'un côté. Et aussi, attention, parce que quand on vit chez ses parents, en fonction de l'âge qu'on a, il faut savoir que les parents font les déclarations en incluant leurs enfants dans leurs déclarations jusqu'à, général, à un certain âge. Oui. Donc, si vous êtes toujours sur la déclaration de vos parents, faut aussi prendre ces éléments-là en compte. C'est quelque chose c'est un facteur à prendre en compte. Mais en soi, il n'y a pas d'interdiction de pouvoir, à partir du moment qu'on peut justifier qu'on a une activité qui est enregistrée et qu'on justifie qu'on exerce cette activité-là à cette adresse, si c'est chez vos parents notamment, vous pouvez considérer qu'il y a une part du loyer ou une part des charges de vos parents qui vous incombe, qui incombe à votre entreprise parce que vous utilisez, je ne sais pas, une pièce, vous utilisez l'électricité, vous utilisez le téléphone, Internet, etc. Donc, c'est un peu normal de pouvoir contribuer à une partie de ces charges-là. D'accord. Et moi, je me pose la question de savoir, c'est quoi la valeur ajoutée d'un fiscaliste par rapport à un expert comptable? Un expert comptable est un comptable. C'est un expert comptable. C'est un expert de la comptabilité. S'il te plaît. Voilà, c'est un expert de la comptabilité. Mais ce n'est pas un fiscaliste. Parce qu'en fait, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un expert comptable qui est un très bon fiscaliste. Parce qu'il y en a qui font des doubles formations. Donc, ils sont assez bien formés sur la partie comptable et qui sont aussi très bien formés sur la partie fiscale.
Mais la fiscalité en elle-même, c'est un métier à part en lui-même. Il y a tellement de textes, il y a tellement d'éléments à prendre en compte que c'est difficile en fait d'être à la fois un très bon comptable spécialisé en comptabilité et spécialisé en fiscalité. Le comptable en général va pouvoir donner des orientations, des conseils parce qu'il a toutes les notions fiscales en tête. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la fiscalité n'est rien sans la comptabilité parce que c'est à partir de la comptabilité qu'on travaille sur la fiscalité. Par contre, lorsque vous avez besoin d'un conseil ou bien lorsque vous allez vous retrouver en contentieux avec l'administration fiscale, ce n'est pas le comptable qui va aller décrypter les textes de loi pour essayer de trouver de la jurisprudence, pour essayer de défendre le cas, etc. Il y a une partie juridique qui est très importante dans la fonction de fiscaliste. Ce n'est pas juste des calculs. Donc, il y a toute la partie texte de loi. C'est pour ça qu'en général, c'est une matière dans laquelle on retrouve très souvent des doubles profils. Donc, on retrouve souvent des profils de financiers, des personnes qui ont fait plus des études dans le domaine financier, expertise comptable, etc. Mais on a une autre partie qui sont des experts plus légaux, qui, eux, ont fait du droit, qui sont souvent avocats et qui ont vraiment cette maîtrise des textes et cette capacité à pouvoir aussi analyser, décrypter tout ce qui est jurisprudence liée aux décisions, que ce soit du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs, etc. Donc, les gens comme toi, les cherchent qu'on a les problèmes, quoi. Bon, vaut mieux venir quand il n'y a pas de problème. Voilà, vaut mieux venir quand il n'y a pas de problème. C'est toujours mieux. Ça fait gagner de l'argent et du temps. Voilà. C'est important de le rappeler. Bon, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le lien entre fiscaliste et du coup, investissement? J'aimerais bien, c'est comment on fait la transition? Comment on fait la transition? Autrement. Déjà, j'ai envie de dire qu'on soit fiscaliste, qu'on soit comptable, qu'on soit caissière, qu'on soit contrôleur de gestion, peu importe la fonction qu'on exerce, qu'on occupe, on doit être investisseur. Pour moi, tout le monde doit investir. Donc, pour ceux qui liront mon livre. Mais je donne quelques raisons dedans. Pour moi, tout le monde doit investir et tout le monde est appelé à investir. Mais ce n'est pas pour moi. Les gens te diront l'investissement, ce n'est pas pour moi. Justement, d'où l'investissement autrement. Parce que c'est vrai que moi, je pars du postulat que tout le monde doit investir. Mais tout le monde n'a pas le temps d'investir. Tout le monde n'a pas peut-être beaucoup d'argent pour investir. Si tu permets, avant qu'on aille jusque-là, tu dis que tout le monde doit investir. Doit. C'est un devoir. Pourquoi? Pour préparer l'avenir, tout simplement. Mais pourquoi il va investir? J'ai un boulot, je gagne de l'argent, je gagne assez d'argent, j'ai ma retraite qui va arriver. D'accord. Et pourquoi je dois investir? Tu as un boulot, super, mais ton boulot, tu n'as aucune garantie que ton boulot, tu l'auras pour toujours. Et peut-être, même si tu as cette garantie que ton boulot, tu l'auras pour toujours, je touche du bois, mais tu peux sortir, avoir un accident et être en incapacité de travail pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout comme je peux investir et perdre tout mon argent. Aussi, c'est un risque. Mais je pense que c'est un risque à prendre. Et il y a un principe en matière d'investissement, c'est de pouvoir investir ce qu'on est prêt à perdre. Ce qui ne va pas nous mettre dans une situation, j'ai envie de dire, d'inconfort ou dans une situation indélicate. Il faut investir, mais investir aussi intelligemment, investir de manière sage et le faire en ne mettant pas, j'ai envie de dire, toutes ses économies ou toutes ses billes dans un projet d'investissement, et surtout si c'est un investissement qui est très risqué. Parce que tous les investissements n'ont pas le même degré de risque aussi. Donc, mais mon argent est petit, il y a beaucoup de problèmes. Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Mon salaire est petit. Je dois encore investir. Quand je dis que tout le monde doit investir, mais mon argent est petit, j'investis comment? Ça dépend, ton argent est petit, tu investis comment? C'est déjà de prendre l'habitude. Je pense que pour réussir à développer cette mentalité d'investisseur, il faut déjà commencer à développer sa mentalité d'épargnant. C'est-à-dire, je gagne, même si c'est pas beaucoup. En fait, il n'est pas d'abord question du montant. C'est d'abord changer son mindset, changer sa conception des choses, développer de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire. C'est vrai que je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent, je suis peut-être au SMIC, etc. J'ai un loyer à payer, j'ai des charges,
mais je suis quand même en mesure de pouvoir mettre même 10 € de côté tous les mois. Même si j'ai réussi, c'est pas beaucoup, c'est 50 € que je réussis à mettre de côté tous les mois. À la fin de l'année, ça fait quand même une petite somme que j'ai réussi à mettre de côté et qui peut servir à peut-être placer dans quelque chose qui va rapporter, qui va faire aussi des petits, qui va permettre de pouvoir multiplier la petite somme que j'aurais mis de côté. Après, il faut trouver, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre d'avoir gros. Le piège, pour beaucoup d'entre nous, et je pensais comme ça aussi moi-même il y a quelques années, le piège, c'est qu'on se dit, comme j'ai pas beaucoup, j'ai pas assez, bah, je peux pas investir, c'est pas le moment d'investir. Je vais attendre quand j'aurai beaucoup. Voilà, et je vais bien investir. Mais au final, le beaucoup, souvent, ça met du temps à venir. Tout à fait, Et au ça ne final, vient même jamais. Alors que si tu avais commencé à mettre un tout petit peu de côté, 5 ans après, tu te rends compte que, tiens, j'ai cette somme-là que je peux déjà placer quelque part. Mais là, tu que je parles peux de lancer l'épargne, tu ne parles pas de l'investissement. Oui, parce que pour investir, pour moi, il faut déjà avoir un petit quelque chose de côté. Il faut déjà avoir développé l'habitude de pouvoir mettre de côté. Parce que si tu ne développes pas l'habitude de mettre un tout petit peu de côté, si tu as une super opportunité qui arrive, tu ne pourras pas la saisir en fait. Donc, c'est mieux de commencer petit à petit à mettre de côté et au fur et à mesure qu'on met de côté, de pouvoir placer un tout petit peu sur des projets, sur des investissements, etc., sans forcément attendre l'opportunité du siècle. Après, si on a la capacité, parce qu'on sait qu'on a une entrée importante qui va arriver pour attendre l'opportunité du siècle, pourquoi pas? Mais c'est vraiment de développer, de prendre une habitude, de penser à j'ai mis ça de côté, dans quoi est-ce que je peux investir, dans quoi est-ce que je peux placer, pour pouvoir faire des petits, tout simplement. Bon, puisque le sujet de ton livre, c'est investir autrement. J'ai 100 €. Dans quoi j'investis? Tu as 100 €, Ou dans comment quoi tu j'investis ces 100 investis, €, comment oui. tu investis. Aujourd'hui, avec, j'ai envie de dire, avec l'ère du digital, il y a beaucoup de solutions qui sont nées, qui permettent aujourd'hui, avec pas grand-chose, même avec 100 € de pouvoir investir, que ce soit en bourse, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, que j'affectionne plus particulièrement. Avec 100 €, on peut investir dans l'immobilier? Oui. Comment? Il faut que ça m'intéresse. Comment on investit comment on investit dans l'immobilier avec 100 100 €? oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes qui existent, qui sont nées ces dernières décennies, qui peux nous citer existaient un peu? déjà outre-Atlantique. Oui, c'est quoi? Tu peux nous citer les noms des plateformes? Bon, je ne vais pas faire de Ok, publicité d'accord, ok. de certaines Bah, plateformes. venez le 3 mai. J'ai pas, Voilà, ou bien lisez le livre. Voilà, mais il existe des plateformes qui proposent, par exemple, avec un ticket d'entrée à 10 €, à 50 €, à 100 €, de pouvoir investir sur un projet, qu'il soit immobilier ou autre, et d'espérer avoir un petit pourcentage tous les mois, tous les trimestres, chaque année, sur ce projet dans lequel on a investi. Et même, c'est quelque chose aussi que moi-même je propose dans mes activités, à tous ceux qui souhaitent investir, mais qui n'ont pas grand-chose à investir, de pouvoir investir avec le minimum qu'ils ont. Voilà. D'accord. Mais toi, aujourd'hui, quand tu parles d'investir autrement, toi, tu proposes quoi comme investissement aujourd'hui? En fait, dans investir autrement, pour apporter un peu plus de précision, aujourd'hui, quand on parle d'investissement dans l'immobilier, c'est parce que c'est ce sur quoi je vais beaucoup plus mettre l'accent, c'est ce que je connais le mieux. Quand on parle d'investissement dans l'immobilier, on a en général, pour le commun d'un mortel, à l'esprit l'investissement, j'ai envie de dire, traditionnel. C'est quoi ça? C'est-à-dire, je vais à la banque, je fais un emprunt, j'achète un appartement, j'achète ma maison, soit pour y vivre, résidence principale, ou pour faire de la location classique, mettre en location, en général, ce qu'on appelle la location nue. Et puis, je gère mon locataire, je perçois mes loyers, etc. Mais aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui existent pour quelqu'un. Avec cette méthode traditionnelle-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui restent un peu sur le chemin et qui ne peuvent pas investir dans l'immobilier alors qu'elles ont le désir d'investir dans l'immobilier pour différentes raisons. La première raison, ça va être que le banquier ne veut pas leur prêter de l'argent parce que leurs dossiers de financement ne passent pas, ne paraissent pas assez ficelés ou bien pour le banquier. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle beaucoup de personnes qui pourtant veulent investir dans l'immobilier ne peuvent pas investir. La deuxième raison, ça va être que pour certains qui ont peut-être un bon dossier, mais qui n'ont pas suffisamment d'épargne,
parce que la banque aussi va peut-être refuser de leur faire un prêt, juste parce que la banque estime qu'ils n'ont pas suffisamment d'épargne. Il y a d'autres personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais qui ne se sentent pas l'âme de pouvoir, ou les compétences de pouvoir gérer un tel projet et de pouvoir suivre des travaux, gérer un locataire, etc. Mine de rien, ça semble attrayant comme ça, mais c'est pas facile au quotidien. C'est pas facile de gérer des biens immobiliers au quotidien. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de le faire. Mais est-ce à dire pour autant qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier? Non. C'est là où je parle d'investir autrement. Voilà. C'est d'apporter des solutions alternatives qui permettent aux personnes de pouvoir investir dans l'immobilier sans avoir d'alibi pour ne pas le faire. C'est-à-dire que... Vas-y, je laisse finir. Parce voilà, pour ne pas avoir d'alibi, de ne pas avoir d'excuses et d'apporter vraiment des solutions pour que toutes ces personnes qui sont dans ces cas de figure que j'ai cités là puissent avoir quand même l'opportunité de pouvoir également investir dans l'immobilier. Parce que pour moi, tout le monde doit et peut investir. Ok. Voilà. Quand tu dis solution alternative là, concrètement, c'est quoi? Concrètement, ça va être des solutions qui vont permettre de proposer des projets clés en main. Non, attends. Oui? Tu sais, les gars, nous, on n'est pas dans les sujets, dans les trucs en français facile. Il faut que quelqu'un qui écoute, il comprenne. Oui. En français facile, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, je vais te donner un exemple. Voilà. Tu souhaites acheter un bien immobilier. Malheureusement pour toi, ton banquier t'a fermé la porte. Et tu viens me voir pour m'expliquer ton problème. Et moi, je vais te dire, c'est pas grave. Ton banquier t'a fermé la porte, mais c'est pas grave. Viens, on va regarder ensemble. Dès sur le marché, on va trouver des solutions en fonction du marché sur lequel tu vas investir. On va voir comment, par rapport aux projets que nous, on a en cours ou aux opportunités qu'on a en cours, comment est-ce qu'on va te donner la faculté de pouvoir acheter ton bien immobilier, mais sans passer par ton banquier. C'est possible, ça? Oui. Comment? Mais venez, il faut nous donner le livre ou venez le Voilà. C'est vraiment possible, ça? C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que je parle de solutions alternatives. C'est légal? Et c'est très légal. Ça se fait même devant notaire. Non. Oui. Mais pourquoi les gens ne savent pas ça? Voilà. Non, il faut que tu me dises. Pourquoi les gens ne savent pas? Les gens ne savent pas tout simplement parce qu'il y a très peu d'acteurs économiques qui veulent se lancer dans ça. Parce que c'est pas dans leur intérêt, en fait. Qu'est-ce que ça va leur... C'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, ce type de projet-là. Et si on n'a pas forcément l'envie de pouvoir apporter des solutions ou d'aider, d'accompagner, honnêtement, on va aller sur des solutions classiques, comme je disais. D'acheter un bien, on le vend tout de suite, tu fais un prêt à la banque, le vendeur, il récupère son argent tout de suite et puis on n'en parle plus. Donc, c'est vrai que ça se fait, c'est très peu mis en œuvre, notamment en Europe, parce que tout le monde a à l'esprit les solutions classiques pour acheter dans l'immobilier et il y a très peu d'acteurs qui proposent ces solutions alternatives-là, justement. Donc, ça veut dire que c'est un truc qui est là depuis, c'est légal, mais nous, on n'est pas au courant. C'est ça. Vous avez compris pourquoi vous devez être là le 3 mai, non? Bref, Véronique va nous donner toutes ces pépites-là. Donc, si je comprends maintenant, dans le investir autrement, ton cheval de bataille, c'est essentiellement l'immobilier. Oui, mon cœur, on va dire, dans cette aspiration-là de proposer des solutions pour investir autrement est beaucoup plus axé sur l'immobilier aujourd'hui. Okay. Mais maintenant, moi, j'ai envie de... C'est ça aujourd'hui, il y a des accompagnateurs, des formateurs à foison autour de l'immobilier. Donc, ma question, c'est en quoi est-ce que toi, tu serais différente des autres? Tu disais qu'il y avait des acteurs à foison, et c'est vrai, mais je pense aujourd'hui que pour les solutions que moi, je propose, j'en ai pas vu beaucoup sur le marché. Bon, c'est toi qui le dis. Mais moi, quand je t'écoute... Peut-être que je les connais pas. Oui, c'est toi qui le dis. Mais moi, je t'écoute là, je me dis, bon, c'est bien beau ce qu'elle dit, mais je veux voir, c'est quoi la différence entre toi et eux, entre toi et les autres? Ça dépend, les autres, ils font quoi déjà? Il faut que tu en dises un peu plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'immobilier, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'immobilier, c'est très vaste. Tout à fait.
Et il y a énormément de manières d'investir dans l'immobilier. Il y a énormément de niches dans l'immobilier. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression comme ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'immobilier, mais quand on y regarde de plus près et quand on s'y connaît, on se rend compte que c'est vrai, ils font tous de l'immobilier, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est vraiment avec des approches différentes parce qu'il y a plusieurs types d'investissement immobilier. Il y a plusieurs manières d'investir dans l'immobilier et même dans des catégories. Quand je vous prends par exemple la location meublée, il y a plusieurs manières de faire de la location meublée. Ah ouais? Oui. Comme lesquelles? Tu as déjà entendu parler de la sous-location? Oui. C'est une forme de location meublée. Tu as déjà entendu parler de location saisonnière? Oui. C'est de la location meublée, mais sous une autre forme. Et tu as la location meublée classique où on fait un bail d'1 an. Tu as même des locations meublées sous forme vraiment avec des contrats très spécifiques pour les étudiants. Tu as ce qu'on appelle le co-living. Tu as la colocation. Donc, tout ça, c'est du meublé. Et tout ça, ce sont des manières différentes de faire de l'immobilier. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, mais gardez à l'esprit que l'immobilier, il n'y a pas one way. Voilà, c'est énormément de types d'investissements qui existent. Voilà. Donc, toi, aujourd'hui, tu accompagnes essentiellement au niveau des accompagnements dans l'investissement, c'est essentiellement dans l'immobilier ou il y a autre chose? Il y a autre chose en complément, mais c'est vraiment, on va dire aujourd'hui, à 90% l'immobilier. D'accord, ok. L'immobilier, et la petite chose que je tiens à préciser, ce n'est pas l'immobilier uniquement en Europe. C'est l'immobilier également en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire où on a démarré nos activités. On ne peut pas faire l'immobilier en Afrique de l'Ouest sans être en Côte d'Ivoire. Si tu fais de l'immobilier et que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, faut te revoir. Hein? Elle me fait une passe, elle ne sait pas ça. Et tu fais bien de me faire cette passe par rapport à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu à échanger avec beaucoup d'investisseurs dans ce fameux pays qu'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Et moi, j'ai envie d'avoir ton avis, étant donné que tu es ivoirienne. Et ils sont à 98% unanimes sur le fait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays vendu. D'accord. Je m'explique. Ok. Même si je pense que tu vois où je vais en venir. Vendu en ce sens où l'économie ivoirienne n'appartient pas aux Ivoiriens. Qu'est-ce que tu en penses? Je partage en partie ce postulat-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je milite aussi pour encourager notamment des Ivoiriens à investir en Côte d'Ivoire et à accompagner des personnes, des Ivoiriens, à investir en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'il y a l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais je pense que ce n'est pas, c'est pas une problématique qu'on observe uniquement en Côte d'Ivoire. Quand on regarde un peu partout en Afrique, c'est une triste réalité, c'est un triste constat. Et moi, c'est quelque chose contre lequel j'ai envie de militer justement avec ces solutions alternatives-là, clés en main d'investissement dans l'immobilier. C'est de pouvoir accompagner, aider des personnes à envisager, des personnes qui n'ont jamais envisagé peut-être investir en Côte d'Ivoire, mais à se dire, OK, je suis peut-être en France, je suis peut-être en Belgique ou ailleurs, mais je peux investir en Afrique parce que si je n'investis pas en Afrique en tant qu'Africain ou en tant qu'Ivoirien, ce pays, il m'appartiendra on va dire en théorie. Mais dans les faits, les terres ne nous appartiendront plus en fait. Parce qu'en effet, c'est un pays qui est très dynamique, où il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'investisseurs étrangers. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu la règle du jeu aussi. Hein. C'est qu'il y a bien des Africains qui viennent investir en Europe, qui vont aux États-Unis, qui vont ailleurs. Oui. Mais... Voilà, qui sont en quête de l'Eldorado occidental, j'ai envie de dire. Et il y en a d'autres qui ont compris qu'il y a un Eldorado dans le domaine de l'entrepreneuriat en Afrique, en dehors des Africains, j'ai l'impression, mais qui viennent aussi pour investir sur le continent. Et c'est dommage. Et il faut que les Africains, justement, se réveillent. Il faut que les Ivoiriens se réveillent pour pouvoir massivement investir, et particulièrement dans le domaine de l'immobilier, pour être propriétaire ou, à défaut d'être soi-même propriétaire, contribuer à participer à des fonds ou à des sociétés qui sont majoritairement composées de locaux ou de personnes issues du pays qui
ont vocation à acheter des biens immobiliers, à investir dans l'immobilier au niveau du continent ou du pays. Voilà. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Ok. Et toi, tu recommandes aux gens de la diaspora d'investir dans l'immobilier en Afrique. Mais sauf que chaque jour, tous les jours, on a des nouveaux dossiers d'arnaque, encore et encore. Mais comment est-ce que vous assurez aux gens qui ne vont pas se faire avoir? Et puis même qui dit que toi-même là, tu es correct? Qui dit bon? Ok. Déjà, il faut savoir, tu disais tout à l'heure que tu donnais l'exemple de la Côte d'Ivoire qui était vendue. Donc, toutes ces personnes qui sont allées investir en Côte d'Ivoire, malgré, entre guillemets, les histoires d'arnaque et qui continuent à aller investir et qui sont en train de s'enrichir, pourquoi ils l'ont fait? Alors qu'on parle tous les jours d'arnaque. Je veux dire par là que quand on parle d'investissement, il n'y a pas de risque zéro. Tout va dépendre, en fait, des garde-fous, de la préparation qu'on va mettre en amont, qu'on va mettre en place afin de pouvoir limiter au maximum son risque. Parfois même, en étant expert, en ayant pris toutes les précautions possibles, on ne peut pas ne pas exclure, comment dire ça, un cas d'arnaque, parce que ça, malheureusement, les réalités du pays font que les arnaques ne sont pas uniquement au niveau des individus. On retrouve aussi des groupes un peu frauduleux dans les administrations, etc. Donc, le seul moyen, j'ai envie de dire aujourd'hui, de pouvoir se prémunir au maximum de ces arnaques-là, c'est de mettre en place le maximum de vérification, de contrôle, de toujours croiser les informations et aussi d'être sur le terrain. D'être sur le terrain ou d'avoir les ressources qui sont sur le terrain qui permettent justement de pouvoir faire les vérifications ou de régulièrement aller checker et s'assurer que, bon, on n'est pas dans une situation d'arnaque. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui que le risque zéro n'existe pas, en fait. Voilà. Et toi, aujourd'hui, on aime bien les gens qui prêchent par l'exemple. Tu nous connais. Toi, aujourd'hui, en termes d'investissement immobilier, tu as combien de biens dans lesquels tu investis? Je ne donnerai pas de nombre parce que ce n'est pas l'objectif de parler de bon, le 3 mai, moi, tu nous donnes les nombres. Voilà, c'est ça. Bon, j'essayerai de donner un peu de nombre. Voilà, le 3 mai. Ok, bon, juste pour avoir une idée, est-ce que tu as investi dans plus de 10 biens immobiliers? En termes de lot, oui. Voilà, c'est important. C'est important. Et bon, je vais rester un peu sur la France. Lorsque toi, tu veux investir dans un bien immobilier en France, c'est quoi les critères? Qu'est-ce que tu regardes? Dans un bien immobilier en France, et je dirais même partout ailleurs, le premier critère pour moi, c'est la localisation. La localisation. Et avant même la localisation, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut acheter. Ah, très, très bonne. Et est-ce qu'il y a les mauvaises raisons d'acheter? Oui. Comme quoi, ça peut être quoi une mauvaise raison d'acheter ou bien d'investir dans l'immobilier? Bon, il y a beaucoup de gens, et surtout dans la communauté, parfois, qui font des choses par mimétisme. J'ai vu tel ou j'ai mon cousin, j'ai mon frère qui a acheté, il faut que j'achète aussi, ou c'est tendance d'acheter, d'être propriétaire. On dit qu'il faut être propriétaire, donc tout de suite, je me lance pour vouloir acheter. La première opportunité que je trouve, je vais tout de suite me sauter dessus et l'acheter. Pour moi, ça, c'est une mauvaise raison d'acheter. Parce que je pense en tout cas qu'avant de se lancer dans l'immobilier, il faut se poser, comme dans toute chose, pour définir sa vision, ses objectifs. Et en fonction de ces objectifs-là, ça permet de faire les bons choix pour ne pas se lancer dans quelque chose qui ne correspond pas du tout au final à ce à quoi on s'attend ou à ce qu'on espère pour le futur, en fait. Voilà. D'accord, ok. Et c'est quoi une bonne raison pour d'investir alors dans l'immobilier? Une bonne raison d'investir dans l'immobilier, déjà, c'est que l'immobilier, quand même, ça reste un investissement assez sûr. La pierre, il y a quand même une certaine sécurité dans la pierre. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de crises qui vont permettre de dévaloriser un bien, mais ça reste quelque chose de tangible, en fait. Tu ne dis pas que ton bien, quand tu as acheté un bien dans un appartement, dans un immeuble, il ne va pas disparaître, quoi. Voilà, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle ou qu'il y ait quelque chose, mais tu sais que je sais et je vois ce dans quoi j'ai investi. Donc ça, pour moi, déjà,
c'est une bonne raison d'investir dans l'immobilier, contrairement à peut-être d'autres types d'investissements, c'est que l'immobilier a l'avantage de pouvoir être une forme de garantie sur le temps. Voilà. Ok. Et ça prend de la valeur avec le temps. En tout cas, quand on a fait les bons choix d'achat, c'est un investissement qui prend, en règle générale, de la valeur avec le temps. Ouais. Voilà. En règle générale, c'est bien de le préciser. Du coup, tu as parlé de l'emplacement. Qu'est-ce que tu regardes au niveau de l'emplacement pour dire, OK, ça c'est un bon emplacement et celui-ci l'est moins? L'emplacement, ça va être déjà l'emplacement en termes déjà de ville. C'est je suis dans quel type de ville? Est-ce que je suis dans une ville urbaine, une ville rurale? Est-ce que c'est une ville qui est dynamique? Dynamisme, tu Est-ce mesures qu'il y a ça des comment? commerces? Ok, Est-ce qu'il y a des ok. écoles? Est-ce qu'il y a une université? Est-ce qu'il y a des transports en commun? Oui, Est-ce que tout à c'est fait. facile d'accès, La commodité, etc. ouais. Voilà, les commodités. Une fois que j'ai regardé tous ces éléments-là, ça va être aussi de savoir si, de manière, j'ai envie de dire, de manière concrète, le quartier, faire un focus maintenant sur le quartier. Est-ce que c'est un quartier qui est recherché? Est-ce que c'est un quartier qui... quelle est la population de ce quartier-là? Comment est composé le quartier dans lequel je veux acheter? Est-ce que j'ai beaucoup plus de jeunes cadres dynamiques célibataires? Est-ce que j'ai beaucoup plus de familles? Quel est le revenu moyen des personnes qui vivent dans ce quartier? Voilà, c'est toute cette analyse-là, toute cette étude qui est un peu faite pour pouvoir déterminer si l'endroit vaut la peine d'y investir ou pas. D'accord, oui. C'est important de le préciser quand même. Mm. Et moi, j'ai rencontré souvent des gens. Non, avant d'aller sur cette question, beaucoup de Robert Kiyosaki, D'accord. il est de ceux-là qui pensent que avant d'acheter sa résidence principale, il faut d'abord investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent et ensuite acheter sa résidence principale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je partage en partie ce point. Donc, tu es en train de me faire comprendre que il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord avec Robert Kiyosaki. Le gars a quand même plus de 30 000 biens immobiliers répartis à travers le monde. Donc, avant que tu ne poursuives, je voulais quand même que tu aies ça à l'esprit. Je t'écoute. Après, tu vois, je parlais tout à l'heure de vision. Je parlais tout à l'heure d'objectif. Pour moi, aujourd'hui, je pense il n'est pas forcément nécessaire en fonction. Encore, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Tout va dépendre de là où on vit, de ses réalités du quotidien. Mais pour moi, il n'est pas indispensable aujourd'hui, et ça peut être un bon choix d'acheter, mais pas pour sa résidence principale. D'acheter pour investir le bien immobilier dans lequel on a investi et continuer à être locataire pour sa résidence principale. D'accord. Donc, ça peut être une bonne stratégie d'investir dans l'immobilier pour faire louer? Oui. En étant soi-même d'abord locataire? Oui. Voilà. Et pourquoi tu dis en partie? L'autre partie, en c'est quoi? partie parce que, comme je disais, ça dépend de l'analyse qu'on fait derrière, ça dépend d'où on vit, ça dépend de quel bien on a acheté, à combien on le loue, etc. et combien on peut en tirer aussi. C'est un calcul. Voilà, il y a quand même un petit calcul à faire. C'est vrai que certains ont tout de suite envie d'acheter la résidence principale, mais il faut savoir qu'une fois qu'on achète notre résidence principale, surtout si on passe par une banque, on a déjà le taux d'endettement qui est impacté. Et à partir du moment où, et en général, quand les personnes achètent leur résidence principale, vu que c'est la résidence principale, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'acheter quelque chose où on se sent bien et tout. Donc, on va peut-être moins négocier. On va être souvent sur des achats coup de cœur. Donc, on va peut-être moins négocier sur le prix. On va acheter un bien. OK, on est chez soi, on est propriétaire de sa résidence principale, tout va bien. Et puis, 1 an après, 6 mois après, on se dit « Ah tiens, maintenant, je veux faire un investissement locatif. » Et là, tu vas taper à la porte de ton banquier. Il fait ses petits calculs et il te dit « Ah, désolé, tu atteins 33% de taux d'endettement. Je ne peux pas te prêter de l'argent. » Et tu es grillé, en fait. Alors que quand tu commences avec l'investissement locatif, certes, il y a ton taux d'endettement qui rentre en ligne de compte, mais tu as un revenu en face qui vient balancer et compenser. Ce qui fait que le fait d'avoir déjà acheté ton bien locatif, ça détériore moins ton taux d'endettement si derrière tu veux après faire un autre achat
ou acheter ta résidence principale par la suite. Voilà. Ok. Bon, j'aimerais qu'on sorte un peu de tout ce qui est investissement. Je vais te poser 2 questions. Premier volet de ma question, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. Si l'Afrique tombe, l'Europe tombe, la France tombe aussi. Je pense que oui. Tu penses que oui? Je pense que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'équilibre financier de la France repose beaucoup sur les ressources de plusieurs pays d'Afrique. Voilà. Ok. Je vais poser la question dans l'autre sens. Si la France coule, l'Afrique coule aussi. Ça dépend, sauf si les Africains prennent leur destin en main, je pense que non. Parce qu'on a tout pour ne pas couler. Mais prends le destin. Il suffit juste de se mettre au travail, de croire en nous et puis d'avoir, j'ai envie de dire, des populations qui se lèvent et qui entreprennent, qui créent de l'emploi, qui essayent de faire des choses sans attendre que tout vienne du gouvernement. Mais quand tu dis de se mettre au travail, tu estimes que les Africains ne travaillent pas assez? On se plaint beaucoup. Mais est-ce qu'on n'a pas raison de se plaindre? Tout le monde se plaint. On a vu les gilets jaunes ici, c'était grave. Oui, mais bon, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre. Mais quand on se plaint, il faut aussi en parallèle essayer de trouver des solutions, des alternatives, apporter des solutions. Parce que si c'est juste pour se plaindre, au final, les situations ne changeront jamais. Mais quand on se plaint, je pense que le fait de se plaindre, ça permet de mettre à nos yeux, de rendre visible ce qui ne va pas, de susciter peut-être une prise de conscience. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on aime beaucoup se plaindre, mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est un peu plus difficile. Heureusement, aujourd'hui, on a quand même... les choses ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'Africains qui font des choses extraordinaires, qui ont des entreprises, des projets extraordinaires et qui font bouger vraiment les choses en Afrique. Et c'est super, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on réussisse à sortir des petits business. Il faut qu'on réussisse à sortir de l'individualisme et à se faire plus confiance et à être plus sérieux dans ce qu'on fait, de manière à pouvoir s'unir et faire de grandes choses, créer des industries, mettre en place, j'ai envie de dire, de grandes entreprises qui pourront justement être une force pour le continent après. On est d'accord. On est d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce schéma-là. Je vois où tu veux. Je vais laisser l'autre là. Aujourd'hui, je vais être un peu plus sage. Je vais laisser. Merci Valère. La place de la femme, c'est à la cuisine. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Qu'est-ce que je pense de cette phrase? Je dirais que cette phrase, c'est un peu réducteur, mais elle n'est pas fausse. Je m'explique. Quand on dit la place de la femme, généralement, quand les personnes disent la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est très souvent pour justifier le fait que les femmes, peut-être, ne doivent pas entreprendre, que les femmes ne doivent pas avoir une vie active. C'est pour justifier aussi le fait que c'est la femme qui doit tout faire à la maison, qui doit prendre soin de son mari, de la maison, des enfants, etc. et autres. Mais même si cette première responsabilité, je pense, incombe à la femme, de savoir prendre soin de sa maison, en fonction du contexte dans lequel on vit, en fonction de certaines réalités, je pense que l'homme peut également être à la cuisine. Voilà. OK. Une autre question, c'est... dans un couple, parce que là, on sort un peu de tout ce qui est machin, investissement et tout. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on est une femme? Moi, j'ai aucun problème avec la soumission lorsqu'on est une femme. Et je dirais que de manière naturelle, la femme n'a pas de problème à se soumettre à un homme qui la respecte,
à un homme qui l'aime Mhm. et qui lui montre qu'il l'aime. Voilà. Et Donc, en qui elle peut avoir confiance. ça veut dire que si les femmes ont des problèmes de soumission, la faute, c'est les hommes. Je dirais pas que la faute, c'est les hommes, mais bon, ils le cherchent aussi. Parfois, j'ai envie de dire qu'il y en a certains qui poussent les femmes à bout. On souffre dans vos coups, dans vos bouches. On souffre dans vos bouches. Voilà, mais bon. Ok. Beaucoup de femmes se plaignent du fait qu'en général, les hommes ne les soutiennent pas dans leurs projets. Selon toi, c'est vrai ou c'est faux? Moi, je dirais, pour mon cas personnel, que c'est faux. Hmm. Parce que j'ai la grâce, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément dans mes projets. Voilà. Et selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il te soutienne autant? Est-ce que c'est parce est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça? Ou alors c'est parce que tu as dû faire certaines preuves, certaines choses pour qu'ils te soutiennent? Je pense que déjà, le fait que je fasse des activités en parallèle ne m'a pas empêché en fait de garder à l'esprit que je suis une épouse. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de perdre de vue que je suis une épouse et que tout ce que je fais, je dois avoir l'accord, l'aval de mon mari. C'est-à-dire que je ne me positionne pas en je suis grande, j'ai mes envies, j'ai mes choix, etc. Je veux les faire et je les fais sans lui en parler, sans échanger avec lui. Donc, ce qui fait que il ne se sent pas, j'ai envie de dire, brimé, il ne se sent pas mis de côté dans mes activités, dans ce que je fais, même si il n'a pas beaucoup cette fibre entrepreneuriale comme moi. Mais il m'encourage énormément parce qu'il comprend, il voit ce que je fais. Et ce que je fais ne lui retire en rien sa place d'homme, en fait. Et je ne lui retire en rien sa place d'homme, de chef de la famille, de chef de la maison. Voilà. Mais selon toi, alors, qu'est-ce qui fait alors que certaines femmes, lorsque elles ont, entre guillemets, ce leadership entrepreneurial-là ou investisseuses et tout, qu'elles se retrouvent en train de diminuer leur homme? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Je ne sais pas, parce que je ne saurais pas dire ce qui pourrait expliquer cela, parce que ça dépend peut-être aussi de l'histoire, du vécu de ces femmes-là. Mais je dirais que c'est une erreur. Pour moi, je pense que c'est une chose à ne pas faire. Parce que comme je le disais encore, certaines femmes ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais il ne faut pas perdre de vue que l'homme reste quand même le chef de la famille. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme, parce que tous les deux ont été créés égaux. Donc la femme est là pour être une aide pour l'homme, comme au même titre que l'homme aussi doit penser à être une aide pour sa femme. Par contre, de se dire que parce que en tant que femme, j'ai réussi professionnellement, je suis épanouie et que je me sens peut-être meilleure dans mon accomplissement que mon époux, ça ne justifie pas le fait de le rabaisser. Au contraire, je dois garder cette femme de la femme qui est sous la mission de son mari. Voilà. Et c'est là qu'Esther Bois dit, on ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui est plus faible que soi. Lourd. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous au week-end de l'écrivain? Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous au week-end de l'écrivain? Déjà, le livre. J'espère qu'il sera disponible au week-end de l'écrivain. Non, c'est pas j'espère, il doit être disponible. Il sera disponible, nul doute là-dessus. Au week-end de l'écrivain. Et je dirais que je suis aussi en attente de ce que Argent Livre me réserve également. Oh, t'inquiète pas, on a mis les petits plats dans les grands. Parce que je pense que ça sera un plaisir pour moi de participer en tout cas à un ou à des panels et surtout de pouvoir rencontrer des personnes qui sont intéressées par l'investissement en immobilier, qui se posent des questions, qui se sont retrouvées peut-être dans les exemples que j'ai décrits. Tout à fait, tout à fait. Et de pouvoir échanger avec elles et de leur parler et de leur présenter Diaspora Builders. Diaspora Builders. Porte ce projet. Voilà. Amen. Amen. Dernière question. Si tu devais aller au restaurant et que tu devais dîner avec 3 personnes. Ok. Vivantes. Vivantes. Ou décédées. Qui est-ce que tu inviterais? C'est difficile. Vivante ou décédée. Je pense que l'une des personnes déjà, elle est vivante. Non, la première personne que j'inviterais, mais qui
qui n'est pas décédé parce qu'il est ressuscité. Jésus. J'aurais bien aimé l'inviter au restaurant, même si je développe une relation différente avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui aurais posé comme question? Ah là là, c'est personnel. Je pense beaucoup de questions sur lui, sur ses choix. Mais en même temps, je pense que la parole de Dieu nous décrit déjà beaucoup de choses. Mais j'aurais bien posé des questions sur sa personne à lui, et sur des choix qu'il a fait, ou sur des textes, des passages qu'on lit dans la Bible. La deuxième personne que j'aurais invitée, c'est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. La troisième personne que j'aurais invitée, je ne sais pas. La troisième personne que j'aurais invitée, je pense Nelson Mandela. Pourquoi Nelson? Pourquoi Nelson? Pourquoi Oprah? Parce qu'en fait, déjà, pour parler de Nelson Mandela, je pense que son histoire m'a toujours fascinée, de savoir que tout ce par quoi il est passé avec l'apartheid, et d'avoir réussi, malgré toute cette adversité-là, déjà à être président d'un pays qui a connu cet apartheid-là, et de pouvoir être une figure emblématique, en fait, un symbole de paix au niveau mondial. De pouvoir comprendre, en fait, tout... Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de douleur, de frustration, et malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est qu'avec toutes ces grandes choses qu'il a accomplies, sur le plan humain et politique, sa vie personnelle, par contre, n'a pas été aussi reluisante qu'elle aurait dû. Et j'aurais bien aimé en discuter avec lui. Voilà, comprendre. Tout à fait. Et Oprah Winfrey, parce que pour moi, c'est un bel exemple de femme qui s'assume, déjà. Un bel exemple de femme intelligente, entreprenante, et une femme leader. C'est une des femmes les plus riches quand même du monde, pour ne pas dire, voilà. Et qui a vécu beaucoup de challenges aussi dans sa vie. Et par contre, qui a fait le choix, de ce que j'ai pu lire dans sa biographie, qui a volontairement fait le choix de ne pas avoir de famille. Oui, c'est vrai. Et j'aurais bien aussi aimé en discuter avec elle, qui a décidé de ne pas avoir de famille biologique, mais qui pour autant ça l'a pas empêché d'avoir une fondation qui lui permet de prendre en charge, de s'occuper de plusieurs des dizaines et des centaines de jeunes filles en Afrique du Sud. Mais voilà, j'aurais bien voulu échanger avec elle et comprendre avec elle comment aujourd'hui, à travers son vécu, toute l'expérience qu'elle a eue, comment est-ce qu'on pourrait réussir à avoir des centaines, pour ne pas dire des milliers d'Oprah Winfrey sur le continent africain. Yes. Voilà. Et si tu devais changer de pays d'origine, tu prendrais quel autre pays? Si on disait que tu n'es plus ivoirienne. Est-ce qu'on peut... si tu n'es plus... Si on disait que Véronique Oulaï n'est plus ivoirienne, tu aurais choisi quoi comme pays d'origine? Tu aurais préféré naître dans quel pays? Aucune idée. Pour moi, écoutez alors. C'est la Côte d'Ivoire. Faut dire la vérité. Si tu devais naître dans un autre pays, ça aurait été lequel? Dis la vérité. Si je devais naître dans un autre pays, ça aurait été lequel? Déjà, je pense que ça aurait été un pays d'Afrique. Oui, lequel? Tu peux dire le Cameroun, je sais que c'est ça qui est... Non, ça c'est jamais. Excusez-moi les Camerounais, je vous aime, mais non. Pourquoi? Un pays continent? Non, le continent, c'est bon. Tant pis pour toi. Non, tu aurais pris quel pays alors? Je ne sais pas. Franchement, c'est difficile. J'ai du mal à répondre à cette question. J'aurais dit peut-être parce qu'on me prend souvent... on me dit souvent... on me pose la question de savoir souvent si je suis de ce pays, mais j'aurais dit peut-être Sénégal. Ah ouais? Oui. Donc tu laisses le Cameroun pour aller au Sénégal? Ou... Il n'y a rien à manger là-bas? Oui, je ne sais pas. Sénégal ou peut-être j'aurais dit aussi... Mais je ne connais pas très bien. Je ne connais pas très bien ce pays. Je n'ai jamais visité. Le Kenya. Ah, ok. Voilà. D'accord. Le Kenya. En fait, un pays d'Afrique anglophone.
Parce qu'ils ont un autre mindset. Oui, non, c'est clair. C'est un pays d'Afrique anglophone. Mais vous voyez comment ça a été difficile de donner le nom d'un autre pays. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, Anof m'a dit le Cameroun. Anof m'a dit. C'est juste que là, elle fait un peu... Bref, c'est toi le ouïa. Non. En tout cas, merci beaucoup, Véronique, de t'être prêtée au jeu. Merci à toi, Valère, pour l'invitation. Je t'en prie, sachant que ça n'a pas été facile. Ah, ça. Mais on l'a fait. On a réussi. On a réussi dans les... C'est ça. Donc, en commentaire, dites-nous tout. Véronique, ta caméra, elle est là. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, j'espère que les échanges que nous avons eus durant cette émission vous ont été utiles à quelque niveau que ce soit. Je vous donne rendez-vous le 3 mai. Le 3 mai à Paris pour le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain. Et je vous donne également rendez-vous pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur moi ou me suivre sur la chaîne YouTube Diaspora Builders. On vous met tout ça dans le premier commentaire de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller suivre Diaspora Builder. Voilà. À très bientôt. Et surtout, retenez ce que j'ai dit au début de l'émission. Tout le monde peut et tout le monde doit investir. Et choisissez l'immobilier. Je rejoins Véronique. Tout le monde doit investir. Investir dans l'avenir. Mais l'avenir se prépare aujourd'hui. Cela étant dit, c'était Valère Bélias et Véronique Oulahi sur le podcast de Argent Livre. Et rendez-vous ce 3 mai pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Il y a beaucoup d'activités sur la journée. Et si jamais vous souhaitez avoir des stands d'exposition, c'est possible également. On vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Parce que sachez qu'il y aura des panels, des masterclass, des stands, des moments de rencontre. Bref, j'ai pour habitude de dire que c'est en marchant qu'on allait marcher. Ou du moins, celui qui sort s'en sort. Tu as un contact, une rencontre, une information de voir ta vie passer du tout au tout. Mais encore faudrait-il que tu te donnes les moyens. Moi, je ne vois pas aller à un événement comme une dépense. C'est un investissement. Mais ça, personne ne peut le faire à ta place. Plus tu sais, plus tu es, plus tu as. Donc, si tu veux avoir plus, le livre de Véronique Oulahi est là. Investir autrement. Et tu verras que lorsque tu auras les bonnes informations, tu seras transformé. Et donc, tu auras plus, tu gagneras plus. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. de l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel.
aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Mbeko est dans la salle? Oui. Ok, super. Donc, j'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes.